Jette la pièce, ça sera moins long, tu paieras pas de frais à un courtier. Va au blackjack, ça c'est plus marrant en plus. Mais franchement là c'est extrêmement dangereux. Voilà 2 ans environ que j'apprends le trading. Alors ça c'est des phrases qui me font extrêmement peur. J'apprends le trading, ça me fait très très peur. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène chez un ingénieur qui a tout perdu dans son divorce et qui veut repartir du bon pied. C'est parti. Du coup, notre ingénieur qu'on a appelé le all-in de la dernière chance, voilà, c'est lui qui nous le dit. Il est plutôt dans une situation pas terrible après un divorce, donc on va découvrir ça. Patrimoine brut, quand même 188 000 €, donc c'est pas catastrophique du tout. Patrimoine net, bah, c'est la même chose, pas de dette. Beaucoup de crypto, donc là on voit quelqu'un qui est très risk taker, hein, clairement. Des actions, des livrets, des comptes bancaires. Plutôt classique pour le reste, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de crypto, pas d'immobilier, donc après on est sur un locataire. Du coup je vous disais, c'est un divorcé de 50 ans, il n'a pas d'enfant, cadre supérieur dans une société américaine d'IT. J'ai tout perdu dans un divorce il y a 2 ans, ça c'est vraiment terrible. Je suis allé vérifier du coup les stats des divorces, et c'est vrai que c'est assez étonnant, il y a 120 000 divorces par an en France depuis 20 ans, et 46% des mariages, en gros la moitié des mariages se terminent en divorce. Donc ça peut coûter très cher, et j'avais d'ailleurs reçu un notaire dans un Finary Talk, on avait parlé de pas mal de choses, notamment du testament et de la transmission du patrimoine. Et on avait aussi évoqué le divorce, notamment le contrat de mariage, pour vraiment régler la situation et éviter les mauvaises surprises et éviter de se retrouver comme notre ami ici, dans une situation un peu délicate. Donc je vais vous mettre le lien ici si vous voulez aller voir. Mais en tout cas, sache que tout n'est pas perdu puisque tu vas t'en occuper. Je sens que cette analyse va t'aider. Locataire en région parisienne, loyer de 1 700 € par mois. Ça c'est assez classique, hein, ça coûte très cher les loyers à Paris et aux alentours. Mon divorce explique ma tolérance au risque crypto. Je suis pas sûr de comprendre cette phrase, peut-être que tu es en mode YOLO complet ou alors que justement tu veux remonter ton patrimoine très vite. J'ai plutôt l'impression que c'est remonter ton patrimoine très vite, très haut. Faut accepter la volatilité de la crypto. Je n'ai pas les moyens ni l'appétit d'investir dans l'immobilier, trop cher et trop complexe. Ça je te comprends complètement. J'avais fait une vidéo sur l'analyse en immobilier locatif, notamment en présentant mes différents soucis que j'ai eu et qui sont assez standards, hein. Je pense que tous les investisseurs immobiliers ont eu des problèmes à peu près à tous les niveaux, au niveau du bien, au niveau des locataires, en termes de fiscalité, enfin bref. Il y a plein de problèmes. Après, ça peut être très rentable, mais comme là, je pense que t'as bien identifié le point important, c'est que c'est trop complexe pour toi. Je pense que trop cher, je suis pas sûr, parce qu'à mon avis, t'as de la capacité d'emprunt encore. T'as littéralement pas de dette, mais bon, pourquoi pas. En plus, les taux sont assez élevés en ce moment, donc je suis pas sûr que ce soit la meilleure opération à faire. Objectif, reconstruire mon patrimoine avec un objectif d'accroissement des revenus passifs. Ok. Stratégie, je n'investis plus en crypto. Je réalloue à l'intérieur de mon portefeuille entre différentes cryptos, mais j'ai déjà suffisamment investi dans cet univers et j'attends la conclusion du bull run. Je sais que c'est un pari, je connais le risque et je l'accepte. Alors attendez, on va voir quand même les prix actuels de la crypto. Aujourd'hui, c'est vrai que on est plutôt sur un haut de marché, hein, clairement. On est au plus haut, on est quasiment au plus haut historique. Voilà, le plus haut historique c'était 65 000 en gros, un peu plus, 65 700. Là on est à 64 000 et quelques. Bon, on est quand même en haut de cycle. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup plus haut que le cycle d'avant et qu'on se dit qu'il y a quand même d'autres catalyseurs encore qui pourraient arriver. Difficile à dire si on va aller où est-ce qu'on va aller. Donc voilà, pour l'instant il faut être patient. En tout cas, tu as décidé de plus investir plus, mais peut-être de désinvestir même à l'avenir. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont cette target de prix de 100 000 $ par Bitcoin, qui sera clairement un palier psychologique énorme. Il y a énormément de gens qui vendront à ce moment-là, je pense. Donc ça sera un moment vraiment clé. En tout cas, pour l'instant, on attend et le bull run, comme tu l'as dit, on peut pas deviner ce qui se passe et on peut très bien repartir à la baisse et perdre 70%. C'est possible, ça existe en crypto, faut en avoir conscience. Je souhaite épargner 25% de mes revenus mensuels sur un livret à vue à la banque. Alors là, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Tu me dis que t'es all-in crypto et en parallèle, tu veux mettre 25% à la banque. Peut-être pour reconstituer un matelas de sécurité. On va aller voir, on ira voir ton patrimoine après. C'est vrai que pour l'instant, de ce que je vois, t'as quand même 22 000 €, t'as un livret A en gros. Je ne connais pas ton niveau de dépenses, mais bon, peut-être que tu vas nous en dire plus. PEA, je souhaite investir 25% de mes revenus mensuels. Donc là, ça fait déjà 50%. C'est très bizarre. Donc tu souhaites investir 100% de tes revenus mensuels. Si je vois bien, je vois 25. Donc en gros, tu ne vis pas, tu ne manges pas, peut-être que tu vis de tes épargnes, je sais pas. En tout cas, il y a un petit problème dans les chiffres, ça me semble beaucoup là. Je souhaite du coup investir 25% de mes revenus mensuels sur des ETF, S&P 500, top 30 € dividend stocks et sur un ETF Amundi Physical Gold. Alors c'est pas possible, mais je pense qu'il y a d'autres ETF qui peuvent te permettre d'accéder à l'or via le PEA. En tout cas, cet ETF là, à ma connaissance, n'est pas disponible dans un PEA. Stock picking, 25% de mes revenus mensuels sur des actions large
large cap de forte croissance US dans l'IT et des actions liées aux matières premières. Donc bon, c'est la même thématique que sur ton PEA. Hein. Pour l'instant, je suis en attente de prix plus attractifs. J'ai juste investi sur Glencore car je suis intéressé par les matières premières. Ben, ça, on l'a vu. Qu'est-ce que c'est Glencore? Bon, Glencore, c'est vraiment une société un peu mystérieuse, mais c'est un trader, enfin c'est un vendeur de matières premières, c'est un négociant de matières premières. Ce qui serait intéressant, c'est de voir les produits vendent, mais ils vendent absolument tout en fait. Ils vendent des métaux, voilà, du nickel, du zinc, du cuivre. Ils vendent évidemment de l'énergie, donc là on voit qu'ils vendent du pétrole, ils vendent du charbon, et oui, on utilise encore du charbon. Et donc c'est une boîte gigantesque, je ne sais pas combien ils font de résultats, voilà, revenus, je ne sais pas si vous l'avez vu, 217 milliards de dollars en 2023. Donc c'était une année incroyable parce que les matières premières ont explosé. Le fondateur s'appelle quand même Mark Rich, donc c'était plutôt bien trouvé pour lui, il a trouvé sa voie. Mais bon, c'est une société vraiment assez mythique, qui coûte, qui est extrêmement rentable. Je ne sais pas si c'est un bon investissement boursier, on va regarder son cours tout à l'heure. Tiens, on va regarder maintenant. Que fait l'action en bourse? On regarde sur 5 ans. Sur 5 ans, ça a fait plus 50% en gros. Alors c'est en GBX, en fait c'est en pence, c'est-à-dire que c'est à 4 livres 84 et non pas à 484 livres. Un peu bizarre ça des fois sur les actions américaines. Donc vous voyez, si on regarde même depuis que la boîte est cotée, a priori c'est pas hyper intéressant. On est au même niveau qu'il y a 13 ans. Donc c'est pas un super investissement. Enfin, c'était pas un super investissement à l'introduction en bourse. Ça l'était si vous investissiez en 2020 au moment du Covid en gros, parce que forcément on pensait qu'on allait plus jamais consommer d'énergie et qu'on allait repartir à l'âge de pierre. Depuis, c'est pas terrible. Après, par contre, je pense que c'est des sociétés qui versent des gros dividendes. Donc, ça peut être cohérent dans une stratégie de dividendes. Je rappelle que si vous achetez des sociétés qui versent un dividende dans votre compte titre, vous allez payer des impôts dessus. Donc il faut juste en avoir conscience. Si vous achetez via le PEA, ça va rester au sein de l'enveloppe. Vous ne payez pas tant que vous ne sortez pas l'argent. Donc c'est moins intéressant, c'est vrai, sur les sociétés américaines. En plus, vous avez un principe de double imposition. Vous pouvez récupérer, mais c'est assez pénible de récupérer le crédit d'impôt. C'est pas très pénible, mais en soi, il faut le faire, quoi. Donc, il faut juste avoir conscience de ça. Trading. En parallèle, je souhaite consacrer 25% de mes revenus pour faire du trading de CFD sur les matières premières. Voilà 2 ans environ que j'apprends le trading. Alors ça, c'est des phrases qui me font extrêmement peur. J'apprends le trading, ça me fait très très peur. Pour l'instant, je n'ai pas perdu ni gagné grand chose, mais je pense que mon système est de plus en plus fiable. Très bien. Mon compte de trading est pour l'instant de 3 000 €, mais je veux le faire croître jusqu'à 10 000 €, qui est une taille critique. Pourquoi 10 000 €? Je ne sais pas. Peut-être que le montant pour toi commence à être important. C'est vrai, quand je vois apprendre le trading, pour moi, voilà, le trading, ça s'apprend pas. En fait, c'est un métier à part enfin, c'est un métier, quoi. Il y a des professionnels qui le font, il y a des hedge funds qui tradent, il y a des gens comme Glencore qui font ça très bien. Je pense qu'un particulier, bon, vous le savez, hein, n'a pas vraiment de chance de battre le marché. Encore moins. Alors, si vous me dites que je fais du stock picking, c'est dur, mais vous pouvez battre le marché, c'est vrai. Si vous me dites que vous voulez battre le marché avec des CFD, là, j'ai envie de vous dire, mes amis, mais allez à Notre-Dame allumer des cierges parce que ça va être extrêmement difficile. Les CFD, qu'est-ce que c'est? C'est des produits dérivés, en fait. C'est ce qu'on appelle un contract for difference. Et donc, c'est des produits dérivés avec du levier. Et vous pouvez vous prendre un appel de marge si la position part dans le sens inverse, parce que vous pouvez vendre à découvert, vous pouvez faire un short, vous pouvez aussi être long, évidemment. Mais si la position part dans le mauvais sens, le courtier va vous faire un appel de marge, va vous demander de remettre du capital pour couvrir vos pertes potentielles. Si vous ne pouvez pas remettre du capital, vous êtes liquidé et vous perdez votre capital. Donc voilà, juste en regardant là au hasard sur eToro, qui est un gros broker de CFD, ils mettent littéralement un bandeau sur lequel ils disent que 51% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur étant eux-mêmes. Donc j'ai envie de te dire, faire du trading, moi j'y crois pas. Faire du stock picking, ouais, ça c'est intéressant, ça tu peux effectivement le faire si tu as envie, si ça t'intéresse et si tu penses que tu as un avantage, mais faire des CFD certainement pas. Ceux qui gagnent le plus sur les CFD, c'est les brokers. Donc je pense que c'est extrêmement dangereux et je serais assez méfiant vis-à-vis de ça. Donc je pense pas du tout qu'il faille compter dessus. Pour moi, c'est du casino. Autant aller au casino et s'amuser, et pourquoi pas. Allez, on regarde ton cash flow. Je vous rappelle que vous pouvez faire le même cash flow gratuitement via le lien que je vous mets juste ici, ou alors vous allez sur Finari, vous l'avez automatiquement en fonction des comptes qui sont connectés sur votre Finari. Donc on voit que t'as quand même un gros salaire, hein, 10 000 € par mois. Tu vois, tu me disais, je peux pas me permettre de faire de l'immobilier. Je suis pas sûr que tu puisses pas te le permettre. Bon, peut-être que tu n'as pas, en tout cas, si tu n'as pas envie, ça c'est une très bonne raison. Tu as donc tes 2 000 € d'investissement mensuel en actions. Donc c'est pas exactement, c'est un peu bizarre vu que tu mets 25%, enfin tu mets 100% de ton revenu partout. Peut-être que c'est 25% de ton investissement mensuel. Donc 25% de 2 000 €, je sais pas. Tu as ton fameux logement, ça tu nous l'avais dit. Ta vie quotidienne, bah t'as des courses et tu vas beaucoup au resto, mais bon, ça coûte cher le restaurant à Paris, t'as raison, toi plaisir. T'as des abonnements, 500 € d'abonnement téléphonique par mois. Cher, non? Ouais, ça, je suis pas un expert des forfaits téléphoniques, mais ça me paraît très cher. Je sais pas qu'est-ce que t'appelles avec ça. C'est des téléphones satellites pour être joignable dans le désert. Ça me semble énorme là. Je pense que, je sais pas,
une box, ça doit coûter 50 € non, par mois. Peut-être que tu téléphones à l'étranger, mais bon, après, j'imagine que si c'est pour ton boulot, c'est pas toi qui paye. Ça me semble énorme. Peut-être que c'est une petite erreur. D'ailleurs, avant de passer à ta question, les CFD, vraiment, tu vois, je te disais tout à l'heure, le casino, c'est pas une blague, parce que si la probabilité c'est 51%, c'est littéralement la même probabilité que de jeter la pièce. Donc, jette la pièce, ça sera moins long, tu paieras pas de frais à un courtier, va au blackjack, ça c'est plus marrant en plus, mais franchement, là, c'est extrêmement dangereux. Et de mémoire, moi, je pense avoir vu des stats beaucoup plus défavorables. On avait fait une étude sur Finari, alors c'était il y a assez longtemps déjà. On avait fait une étude où on avait regardé les plus-values ou les moins-values latentes des comptes sur lesquels tu pouvais faire du CFD, les courtiers chez lesquels tu pouvais faire du CFD. C'était catastrophique. C'était vraiment plus de 75% des comptes étaient en perte. C'était plus. J'ai plus les stats exactes, mais c'était énorme. Donc voilà, je préfère mettre en garde, c'est extrêmement dangereux. Allez, ta question. Je cherche à rééquilibrer mon patrimoine vers des ETF car je suis surexposé en crypto, mais il faut faire attention à ne pas sortir les plus-values crypto en fiat. Bah écoute, il faut faire attention, oui et non, il faut faire attention effectivement si t'as pas envie de sortir ta plus-value, tu peux repasser en stablecoin et comme ça ça ne déclenche pas d'événement fiscal. Ça c'est tout à fait possible, parce qu'on appelle faire un swap. D'ailleurs vous pouvez le faire sur Finari directement. Maintenant, si tu as envie d'utiliser cet argent pour acheter des actions, je ne vois pas trop comment tu vas faire sans vendre à terme, sans repasser en fiat. Donc si tu vas acheter des actions avec cet argent, tu vas forcément passer par la caisse plus-value et donc forcément payer la flat tax. L'idée est donc de sortir de l'argent des cryptos au fur et à mesure quand j'en aurai besoin. Ok, je basculerai sans doute une partie en stablecoin, mais tu le mets là, USDC, USDT. Alors on me demande souvent est-ce qu'il faut prendre l'USDT, est-ce qu'il faut prendre l'USDC. Ça dépend. L'USDT, ça fait des années qu'on dit qu'en fait c'est quelque chose, que c'est pas backé par du dollar, etc. Enfin, il y a eu plein de scandales. Le résultat, ils sont toujours là, Tether, et ils gagnent une montagne d'argent. C'est absolument scandaleux à quel point c'est rentable. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que vous mettez des euros, ils vous donnent des Tether, des USDT, et eux, pendant ce temps-là, des dollars, eux, ils vont placer cet argent à la Banque centrale américaine, où ils achètent des T-bills, des bons du trésor, et ils empochent 5,5%. Donc c'est vraiment le business le plus rentable du monde. Ils prennent votre argent, ils le placent, et ils empochent 100% des intérêts. Et c'est une entreprise qui gagne des milliards. Les chiffres ont été publiés récemment, je sais plus exactement combien c'était, mais c'était absolument lunaire. Donc je pense que c'est une entreprise qui va plutôt très bien. Je suis pas sûr qu'il y a un gros risque sur eux. Voilà, 4,5 milliards d'euros de profit, a priori. Et ça, c'était au 4e trimestre, ils ont fait 2,8 milliards de profit, dont 1 milliard de bénéfices nets. Donc tout va bien pour nos amis de Tether, ça vit bien. Côté, vous avez l'autre qui est Circle USDC, et là vous pouvez regarder carrément sur leur site comment ils allouent le portefeuille, comment ils le placent. Alors eux, ils font exactement la même chose, hein. Mais vous voyez que eh bien, il y a 32 milliards de USDC en circulation, et du coup pour ces 32 milliards d'USDC, il y a 32 milliards de dollars en réserve. C'est backé one-to-one. D'ailleurs, on voit qu'il y a même un excès de réserve. Il y a 300 millions qui se baladent là, on ne sait pas trop pourquoi. Et vous pouvez voir en quoi c'est placé. Et donc il y a le Circle Reserve Fund, et il y a des réserves qui sont placées directement dans des banques. Et du coup, c'est un produit qui est commercialisé par BlackRock, et donc on voit que là, voilà, il gagne 5,3% annualisé sur ce fonds. Donc c'est quand même magnifique pour émettre des jetons sur la blockchain. C'est un très bon business, le stablecoin, franchement. Donc USDC, USDT, j'ai envie de dire, les deux entreprises sont bien. Je pense que Circle a peut-être un petit peu une meilleure image parce que c'est un peu moins, c'est plus propre, mais les deux, je pense, sont très bien et sont disponibles sur tous les grands exchanges. Allez, on regarde ton patrimoine. Donc on retrouve évidemment les grands classiques, tes cryptos. Et si on regarde tout de suite dans le vif, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Déjà, on voit que tu as un cold wallet, donc tier 1. Je ne sais pas ce que ça signifie pour toi, mais en tout cas, tu as un cold wallet, peut-être un Ledger, quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'avais reçu le patron de Ledger, Eric Larchevêque, enfin le patron fondateur de Ledger. Maintenant, il fait d'autres choses. Je vais vous mettre le lien juste ici. C'était un Finari Talk passionnant. C'était franchement un de mes préférés. Il nous avait parlé de sa vision du Bitcoin. Il avait mis all-in Bitcoin à l'époque, Eric. Donc plutôt très motivé. Après, il avait créé Ledger, qui est quand même une licorne. Et c'est un joueur de poker d'ailleurs. C'est un ancien joueur de poker. Mais en tout cas, tu as stocké ça sur ta clé, sur ton hardware wallet. Très bien. D'ailleurs, chez Finari, vous pouvez acheter de la crypto. Vous pouvez évidemment les retirer. Et moi, j'encourage tout le monde à retirer ses cryptos. Si vous êtes à l'aise avec la manipulation d'un hardware wallet, retirez vos cryptos. Nous, on propose simplement le stockage parce qu'il y a pas mal de clients qui ne veulent pas gérer les cryptos, ce que je comprends. Donc, c'est plutôt pour rendre un service qu'autre chose. Dans l'absolu, moi, je trouve ça très bien de stocker chez soi. Donc, on voit que tu es très exposé Bitcoin, Ethereum, et le reste, c'est très secondaire. On voit que pour l'instant, tu n'as pas pris de profit, donc peut-être que tu attends que le Bitcoin passe, je sais pas, les 80 000 ou les 100 000 $. Actions et fonds, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un PEA.
bah, y a rien dedans. Pour l'instant, il y a 12 000 € de liquidité. Alors sache que tu peux placer cette liquidité sur des fonds qui s'appellent généralement, alors j'ai plus les noms, mais c'est des trucs comme Sérénité, quelque chose. Il y a Sérénité, c'est Amundi qui fait ça, voilà. Amundi Sérénité PEA. Alors je sais pas si c'est disponible sur Bourse Direct. J'ai aucun accord avec Amundi, hein. Je prends vraiment ça au hasard, mais c'est le nom qui me vient à l'esprit. Et donc voilà, on voit que l'année dernière, c'est un fonds qui a payé 3%. C'est en gros, ils achètent des obligations. Bah, ils disent non, mais c'est même pas ça. Enfin, ils placent l'argent au taux de l'Ester. L'Ester, je vous rappelle que c'est le tôt interbancaire. Et donc l'Ester, en ce moment, le taux, il est assez sympa. Vous allez le voir sur le site de la Banque Centrale. Christine Lagarde qui le met à jour. Il est à 3,89%. Plutôt très sympa. Donc si vous avez des liquidités sur un PEA, vous pouvez à minima acheter un fonds comme ça. C'est toujours des noms Sérénité, des trucs un peu boomer. Et vous pouvez à minima acheter ça et comme ça vous placez votre trésor en attendant d'acheter quoi. Parce que là, si tu attends un dip, bah, ça peut durer longtemps. On voit que tu as un PER sur lequel tu as 9 000 €. Alors ça a du sens. Moi le PER, je suis pas hyper fan parce que la réalité c'est que si c'est aussi vendu, c'est parce qu'il y a des frais dedans. C'est qu'on peut mettre des frais, c'est un peu comme l'assurance vie. Le gros avantage du PER, c'est clairement si vous êtes, allez, on va dire à 10 ans de la retraite et que vous pensez que vos revenus vont fortement baisser une fois la retraite. Là, c'est vraiment un peu le meilleur des deux mondes. Mais autrement, si vous avez 25 ans, qu'est-ce que vous allez prendre un PER? En fait, vous avez tellement de temps devant vous. Est-ce que vous pensez aller jusqu'à la retraite? Je ne sais pas. Donc, je trouve ça pas terrible pour quelqu'un qui est jeune. Et en plus, les frais, généralement, rendent l'investissement peu intéressant. Là, je peux déjà te dire que c'est des fonds actifs que tu as. On va regarder les frais que paye. Tac, bah voilà. Donc voilà, c'est du 2%, 1,76. Bon, ça, vous le connaissez maintenant. C'est des fonds qui sont chers. Ça, encore une fois, je n'ai rien fait. Je suis allé sur le scanner de frais Finari. Donc ça, tu l'as automatiquement. On te dit même quel fonds fait la même chose pour une fraction du prix. Et là, on te met que les frais des sous-jacents, des fonds. On te met pas les frais de l'enveloppe. Mais à mon avis, là, au global, tu es à 3%, 3,5% de frais. Donc 3,5% de frais, ça tape. Ça tape très très fort et tu perds une grosse partie de l'avantage fiscal. Parce que c'est ça, le PER, tu as une carotte fiscale immédiate en contrepartie d'un blocage jusqu'à la retraite. Alors, tu as des cas de déblocage exceptionnels, etc. Mais ça reste quand même moyennement intéressant, je trouve, surtout quand il n'y a pas d'ETF dedans. Alors là, pas très cohérent. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas très cohérent non plus, c'est que tu nous dis que tu veux prendre beaucoup de risques, mais qu'en parallèle, tu as de l'obligataire. Donc je pense qu'il y a peut-être un truc à ajuster. Si tu veux vraiment prendre du risque, c'est vrai que c'est pas super logique de faire des obligations. Les obligations, ça vient contrebalancer un fonds des actions et c'est pas du tout là où on va aller chercher de la grosse performance. On voit que tu as ce fonds-là qui est ton plus gros fonds, le SLF Harmony. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc je peux le dire. Donc tu vois, il y a de l'action, il y a du World et il y a de l'oblig. Donc c'est un mix, c'est un multi-asset. Pareil, je suis pas sûr de voir l'intérêt. Tiens d'ailleurs, regardons la performance pour rigoler un coup. Bah voilà, la performance catastrophique sur 5 ans. Franchement, là, faudrait l'inventer pour... c'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Je pense qu'il y a vraiment ce syndrome de se dire non, moi, mes fonds, c'est différent. Mais non, c'est jamais différent. C'est statistiquement juste. Les fonds actifs sous-performent le marché. Il y a l'étude Spiva qu'on a sorti plein de fois. Là, j'ai pris vraiment ce fonds, je n'avais pas regardé avant. J'ai mis sur 5 ans et on voit qu'il fait 25 points de moins, pardon, pour combien il nous facture pour cette belle histoire? Bah, 1,76%. Donc, imaginez le coût. C'est catastrophique. Donc ça, ce PER là, la bonne nouvelle c'est que tu peux le transférer ton PER. Donc si ce PER là, t'appelles ton conseiller, tu dis je veux des ETF, il te dit il y en a pas, tu dis bah c'est pas grave mon coco, je transfère chez quelqu'un d'autre. Tu peux aller chez un courtier en ligne, je vais pas citer de nom, mais bon, sur la communauté Finari tu trouveras plein de réponses et tu pourras avoir un PER sans frais de versement, avec des ETF. Bref, ce sera beaucoup mieux pour toi et surtout tu auras la performance du marché. Et tu pourras réallouer au passage, plutôt prendre des ETF actions si vraiment tu veux prendre un maximum de risques. C'est vraiment à toi de voir ça. D'ailleurs, je me souviens que t'avais parlé de l'ETF Physical Gold. Alors, on a regardé, on a trouvé des ETF. C'est un exemple, en fait, il y en a plein d'autres, je pense. Il y a le iShares Diversified Commodity Swap qui est potentiellement, qui est disponible dans un PEA, parce que c'est marqué ici, et qui détient pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là-dedans? Ils ont mis de l'or, ils ont mis du gaz naturel, ils ont mis du cuivre, de l'argent, du soja. Donc, c'est vraiment c'est un super mix. Si t'aimes les matières premières, ça peut être intéressant. À toi de voir. Pourquoi pas? C'est peut-être plus intéressant que de faire du stock picking, puisque ce sera moins risqué, puisque tu seras forcément beaucoup plus diversifié. Après, forcément, les coûts sont un peu plus élevés qu'un ETF standard, 0,46%, parce que j'imagine qu'à répliquer, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ça existe. En tout cas, ça existe tout à fait. Allez, on continue compte titre. Bah, pour l'instant, il n'y a rien dessus non plus. C'est que du cash. Un autre compte titre. D'ailleurs, étonnant d'avoir plusieurs comptes titres. Je sais pas pourquoi. Moi, je prendrais juste le compte titre qui est le moins cher et sur lequel tu es le plus à l'aise. Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose de multiplier les comptes titres. Généralement, les brokers ont une offre extrêmement large. Donc, à toi de voir. T'as du Nvidia. Bon, ça, c'est classique. Nvidia, c'est monté au ciel. C'est complètement fou comme trajectoire boursière. On va voir jusqu'à où ça va. Mais sachez que ceux qui montent doivent bien redescendre un jour. Donc, soyez quand même prudents si vous êtes
sur du Nvidia. Voilà, l'action, c'est lunaire, quoi. En un an, ça fait plus que 180%. Donc à voir si ça continue. L'affaire, ça c'est une assurance vie. Ça c'est un fonds actif aussi, je peux déjà te le dire. Donc peut-être voir si tu le gardes ou pas. Et ensuite encore un compte titre avec des liquidités. Moi ce que je vois là, c'est clairement tu es en attente de te positionner. Les valeurs sont trop chères pour toi. Si tu veux vraiment faire du stock picking, effectivement tu peux attendre. Autrement, tu peux aussi dire que tu vas investir régulièrement tous les mois pour éviter d'avoir ce FOMO qui se crée à mesure que les marchés montent. Parce que si le marché monte et que toi tu es sur le bord du terrain, tu vas peut-être finir par craquer et ce sera probablement au pire moment. D'ailleurs, si tu as vraiment envie de mettre un peu d'huile sur le feu et que tu es en mode pompier pyromane, tu pourrais théoriquement prendre des ETF avec du levier. Ça existe, il y a des ce qu'on appelle des 2x leverage, short ou long d'ailleurs. Tu pourrais prendre le Nasdaq en leverage de 2x, short ou long, à toi de voir. Alors short, c'est vraiment très très dangereux. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que ce qu'il faut pas confondre, c'est vitesse et précipitation. Et là, j'ai l'impression que tu es en train de te précipiter. Moi, c'est mon ressenti quand je lis le texte, quand je vois les positions. Je vois que tu essaies de faire plein de choses. Tu as ouvert 3 comptes titres différents, mais en même temps, tu n'as pas investi. Je vois que tu as un PER, mais tu as de l'obligataire dedans. Mais le PER, tu vas jusqu'à la retraite. Donc pourquoi tu mets de l'obligataire sur un support sur lequel tu peux prendre le maximum de risques? En même temps, tu as 50 ans. Tu n'as pas non plus 1000 ans devant toi. Moi, je pense qu'il y a une harmonisation à faire là. Si tu as vraiment envie de prendre du risque et que tu as envie de réduire ta position crypto, ce qui est, je pense, une bonne idée, je vais te mentir, eh bien, tu pourrais progressivement sortir de la crypto à mesure que le Bitcoin atteint certains prix qui semblent importants, 70 000, 80 000, j'en sais rien, et réallouer ça en priorité sur ton PEA, parce que je rappelle que la fiscalité est beaucoup plus favorable. Tu payes à peu près 45% d'impôt sur la plus-value en moins. C'est un peu moins, mais en gros, c'est entre 40 et 45%. Ensuite, via ton compte titre, si tu veux faire du stock picking, et that's it, quoi. Le reste, je pense que t'as pas besoin d'y toucher. Les CFD, oublie, parce que c'est autant aller jouer au blackjack. Voilà, c'est tout. Je pense que si tu fais ça et que tu rebalances, tu seras extrêmement liquide, parce que c'est que du patrimoine financier, donc tu pourras rapidement sortir, rentrer, etc. Le jour où tu en as vraiment besoin, tu peux tout vendre, il n'y a aucun problème. Et tu peux combiner ta passion du stock picking et l'investissement long terme pour préparer ta retraite ou préparer un projet. Et l'autre chose qui m'interpelle un peu, c'est que là, tu nous mets que la moitié, donc il y a encore 4200 € d'épargne disponible par mois, c'est monstrueux. Donc ça, tu pourrais déjà le mettre au travail. Alors, je te l'ai dit, pas sur les CFD. Je ne suis pas sûr que tu aies besoin de mettre sur des livrets, parce que regarde là, livret, tu as 22 000. Ouais, tu as 22 000 € sur des livrets. Alors, je disais livret A, mais il y a probablement 2 livrets. Il y a un livret A et un autre truc, peut-être un LDD. Qu'est-ce que tu veux? Tu dépenses par mois 3 000 € en gros. Allez, un peu plus. 3 500 €. Donc, la règle, c'est de dire entre 3 et 6 mois, donc entre 10 000 et 20 000 € de dépenses. Mais tu les as déjà. Donc je ne suis pas sûr que mettre plus d'argent sur un livret, ça te serve à grand chose dans l'état actuel des choses. Surtout que j'imagine que tu as un peu d'argent sur ton compte bancaire aussi, 5 000 €. Donc voilà, est-ce que tu as du fonds euro? Ouais, tu as un peu de fonds euro. Donc pour revenir à ta question, tu cherches à rééquilibrer ton patrimoine vers des ETF car je suis exposé en crypto. Ça, c'est complètement logique. Faire attention aux plus-values, tu ne peux pas faire attention parce que si tu vas acheter des ETF, il faut bien payer en euros. Donc tu vas forcément passer par la case flat tax, et ça fait partie du jeu. Et on peut t'accompagner là-dessus avec notre partenaire Waltio qui t'aide à faire la déclaration. L'idée de sortir des cryptos quand on aura besoin, ouais, complètement, et basculer en stablecoin, bah oui, mais le problème c'est que si tu bascules en stablecoin, tu restes quand même dans l'univers crypto, donc à un moment il va falloir en sortir. Alors tu pourrais faire un prêt collatéralisé par tes stablecoins, etc., mais bon, on va peut-être pas rentrer là-dedans. Moi je pense que tu as des très bons réflexes, t'essayes de faire beaucoup de choses en même temps. Moi je ne ferai pas de CFD, je ferai du stock picking sur les valeurs qui vraiment t'intéressent via mon compte titre, je ferai du long terme via mon PEA avec des ETF. Si t'es à fond dans la tech, fais du Nasdaq. Si t'es à fond dans les US, fais le S&P 500. Si tu veux faire de l'Europe aussi, mixe les deux. Ça, c'est vraiment à ta guise. Et puis, prends tes profits sur la crypto progressivement. Ne fais pas d'immobilier parce que ça ne t'intéresse pas et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Et ça devrait très bien se passer vu ton niveau de revenu, parce que c'est quand même ça l'information principale, c'est que tu as un très très gros revenu et donc tu as des très grosses possibilités. Alors, c'est peut-être tes impôts en fait qui passent. Alors, 50%, ça me semble énorme, mais que tu payes quand même des impôts sur ton salaire. Mais tu as quand même une capacité importante quand tu es célibataire, donc ça doit vraiment taper très très fort. Mais tu as quand même une capacité d'épargne qui est très importante, donc plutôt faire du DCA pour essayer de lisser ton point d'entrée, éviter d'avoir des à-coups et éviter de partir dans du trading, des CFD. Ça, c'est vraiment une perte de temps phénoménale. Les traders, c'est dans les films et dans les vraies salles de marché, et ils jouent pas avec leur argent, c'est l'argent des banques. Donc voilà, ne faites pas ça chez vous. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que tu vas pouvoir reconstruire ta vie et ton patrimoine, parce qu'il y a
a pas que le financier, il y a aussi tout le reste. Une de perdue, 10 de retrouvée, je te le souhaite en tout cas. Si vous voulez que j'analyse aussi votre patrimoine et qu'on parle divorce, vous postulez, le lien il est juste dans la description. On prend un patrimoine toutes les semaines, on essaye d'avoir tous les goûts, tous les types de profils différents. Donc on se donne rendez-vous dans une semaine pour votre analyse avec votre petit café le dimanche matin. Je vous souhaite des bons investissements, ne faites pas du CFD, allez plutôt au casino, allez vous marier avec vos potes et je vous dis à très vite. Ciao.